critères de sélection, démarches administratives, tout ça. Ok. 1, 2, 3. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler des mobilités étudiantes avec l'université AMU, du coup, hors de l'université en Angleterre et aux Pays-Bas, et du visa PVT, le visa vacances-travail. Voilà. Du coup, on va commencer directement par les critères de sélection pour partir en échange universitaire, avec monsieur ici présent, parce que c'est le seul qui a fait de nous trois un échange universitaire avec la fac en licence. Je t'en prie. Alors, je vais commencer par faire un petit récapitulatif de mon parcours. Du coup, je suis en japonais. J'ai fait 2 mobilités de 1 an au Japon. Une à Tokyo, à l'université de Komazawa, et l'autre à Kumamoto, à l'université de Kumamoto. Donc, effectivement, je vais vous parler un peu, bon, déjà des critères de sélection. Alors, on l'avait dit dans le précédent podcast, l'anglais, c'est inévitable. C'est soit le TOEIC ou soit le TOEFL. Après, selon les universités, ils vont vous demander peut-être un GLPT 3, peut-être un GLPT 2. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas un TOEIC ou un TOEFL, si vous n'avez pas un minimum, une garantie d'anglais, Ça peut être vite compliqué. voilà. Avec les notes, ça marche pas. Les notes, Par exemple, t'as pas eu le temps de passer ton TOEIC ou ton TOEFL, et en gros, par exemple, je sais pas, en anglais ou en japonais, t'as de très bonnes notes. Est-ce que ça peut être utilisé pour je sais pas vraiment en attester fait. ton niveau? Je sais pas. Je pense que les universités japonaises se fient vraiment à des trucs précis, notamment il y a des universités qui veulent TOEIC et pas autre chose, et il y a des Ok. universités qui veulent TOEFL et pas autre chose. Ok. Donc ça, c'est pour les critères de sélection. Alors ça aussi, on l'avait dit dans la première vidéo, c'est mieux d'avoir un profil plutôt équilibré, même si ça ne veut pas dire que si vous avez des mauvaises notes en civilisation et qu'en langue, vous n'allez pas être pris, mais c'est mieux. Puis après, je pense aussi qu'il y a le comportement, l'image que vous donnez de vos profs. Qui joue beaucoup, ouais, ça Ouais. joue pas mal. Si vous avez une assez mauvaise réputation, on va dire, auprès des profs, dans le sens où vous êtes un peu, pas forcément un élève invisible, mais qu'on n'entend pas forcément que du bien de vous, bah forcément, du coup, les profs, ils voudront pas vous envoyer à l'étranger, parce que comme vous représentez l'université quand vous partez, bah, c'est compliqué, ils préfèrent envoyer des élèves qui travaillent bien, qui Ouais. ont une bonne image, on va dire. Quelqu'un qui, je pense, à des élèves qui feront bonne presse, qui donneront une bonne image de l'université, qui C'est sont... ça. Euh, Et attends, je voulais dire un truc aussi. Vas-y. Parce que quand tu as parlé, je crois, des profils équilibrés, TOEFL. Ah oui, il y a aussi parfois, ils peuvent accepter le JLPT. Mais du coup, s'il y a le JLPT et pas l'anglais, je pense que le problème c'est ça, c'est que il n'est pas obligatoire le JLPT, mais si par exemple tu l'as, après du coup ils peuvent te mettre les cours en japonais, mais c'est beaucoup trop compliqué. Du coup c'est pour ça qu'en licence, Oui. ils privilégient pardon, le TOEFL, le TOEIC, non? Oui, mais après tout ça, c'est spécifique. Si vous postulez au RI, regardez dans quelle université vous voulez aller, vos vœux, et vous faites vos tests d'anglais, vos tests de japonais en fonction des critères des universités que vous allez choisir. Je pense que c'est le mieux en fait. Ouais. Et ça, c'est sur, c'est sur la page Amétis. Normalement, je crois qu'ils y ont déjà accès quand la vidéo Ouais. elle sort. Normalement, il y a déjà eu la réunion, tout ça. Donc, En fait, au moment de la réunion, normalement, ils vous donnent un PowerPoint avec toutes les universités. Et même, je crois qu'une année, ils avaient fait un tableau Excel où ils disaient ce que les universités recherchent et tout, Ok. le nombre de places. Et voilà. Ok. Du coup, je vais passer aux démarches administratives. Ouais, vas-y. Alors, du coup, les démarches administratives, donc oui, côté ex, il y a une première réunion où on vous dit le premier dossier à faire qui va être pour vos vœux. Donc, je ne me rappelle plus Sur exactement. MoveOn. Ouais, voilà, je me rappelle plus ce qu'ils vous demandent exactement. Donc, c'est sûr qu'il y aura un diplôme en anglais à passer, peut-être un GLPT, peut-être une lettre de recommandation aussi. Ensuite, c'est en janvier-février qu'il y a le retour de l'université. Ok, je savais pas. Je crois. Alors, en fait, c'est pas tout au même moment parce que là, ça dépend de l'université, ça dépend de est-ce que vous allez avoir vos premiers choix ou est-ce que on va vous remettre sur votre première proposition, vos vœux ont été refusés et on va vous mettre sur une autre université. Donc ça peut être très rapide comme ça peut prendre du temps. Mais oui, normalement, il y a un deuxième dossier à partir de janvier-février
qui est côté Aix. Et ensuite, et ça aussi c'est variable selon les universités, ça peut être très tôt ou très tard. Enfin, vous avez l'université japonaise qui vous contacte à un moment donné et qui vous demande des papiers spécifiques par rapport à elle, par exemple les dortoirs ou des choses comme ça. Une visite médicale. Voilà. Donc, Mais du coup, à Aix, il faut faire 2 dossiers, un sur MoveOn et un quand t'es ouais, sélectionné. Move On, ça va être votre seconde vie parce que vous allez revenir plusieurs fois. Alors, Move On, effectivement, quand tu postules tes vœux, je crois. Ensuite, quand tu as le retour, la validation d'Aix, de l'université, une fois que vous êtes là-bas aussi, vous allez devoir poster des papiers, une certification d'arrivée, une certification de départ. Enfin, Ok. euh, régulièrement, tu es sur. Ah, du coup, c'est pour ça pour les bourses, du coup, de toute façon, on va switcher, mais pour les bourses qui parlent de arrivée de départ, parce qu'ils disent oui, il faut que vous Oui, nous donniez l'attestation d'arrivée, oui, c'est sur oui, MoveOn, du oui, coup. il y a des bourses qui passent par Move On. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour les démarches administratives En France. côté ex, côté université. Euh, Dernier truc avant que vous quittez la France, c'est que vous allez recevoir de votre université japonaise ce qu'on appelle le certificat d'éligibilité, que vous allez devoir aller chercher dans le consulat, dans un consulat en France. Et puis après, ben, il faut vérifier votre validité de passeport, je sais plus combien c'est de temps. 6 mois après le retour, il faut qu'il soit valide. En fait, quand la date de retour, par exemple, vous rentrez en février 2026, bah, il faut que votre passeport il soit valide 6 mois après février 2026. Il me semble, hein. Après, c'est un exemple, mais genre c'est 6 mois après le retour, si je me trompe pas. Voilà. Et après, normalement, quand vous arrivez, vous allez avoir des démarches à faire, mais vous êtes accompagné soit par le staff de l'université, soit par un tuteur qui vous a été délégué par l'université. Donc, oui, vous avez toujours des gens pour vous suivre à l'université japonaise. C'est soit le Kokusai Center, soit le tuteur qui vous a été délégué. Et, euh, et normalement, le premier truc que vous allez faire, c'est aller à la mairie. Alors, la carte de résidence, on débattait de ça, si on l'a fait à l'aéroport ou à la mairie de quartier. Alors, moi perso, la carte de résidence, et j'ai mes 2 collègues aussi qui sont partis en échange étudiants, Nel Carla, qui, elles, comme moi, elles ont eu leur carte de résidence au Japon, à l'aéroport directement. En fait, quand vous arrivez, du coup, vous donnez vos papiers. En fait, ils savent où vous envoyer si vous êtes juste un touriste ou si vous êtes résident. Et du coup, en fait, ils vous envoient chez une dame, je sais pas qui c'est en fait. Une genre de. Comment on appelle ça? De- Pas la douane, mais Bureau service de d'immigration, l'immigration, je oui. pense, voilà. Il y a- Et du coup, quand vous arrivez, bah, la dame, elle fait vos papiers. Elle vous demande une photo. Peut-être que t'avais pas de photo sur toi, non? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout Hum, cas, nous, on est 3. On a tout atterri à différents endroits. Moi, c'était Narita, elle, c'était Haneda. Et on leur a fait leur carte de résidence directement à l'aéroport. Mais toi, du coup, apparemment, t'as dû aller à la mairie. Oui, mais en fait, il y a plein Après, de faut y trucs que aller, vous pouvez mais. déjà faire à l'aéroport, Ouais. si vous arrivez pas trop tard, si vous n'êtes pas trop fatigué. Et puis, il y a des trucs, mais de toute façon, vous pouvez les rattraper au bureau de l'immigration ou Ouais. à la mairie de... De toute façon, la mairie, c'est obligé d'y aller, genre. Oui, Et vous la avez mairie, 3 mois maximum, il me semble. la mairie, vous allez être obligé au moins pour l'assurance maladie nationale. Non, même pour déclarer où t'habites, hein. Oui, Obligé. pour Obligé. Ça, c'est vraiment, c'est le truc. Pas faites-le dès que vous pouvez, mais enfin oui, dès que vous c'est un pouvez, des mais premiers trucs ne à faites faire quand vous pas arrivez. traîner une fois que vous avez vraiment vos papiers qui attestent que vous habitez à tel endroit. Vraiment, vous les prenez, vous allez à la mairie. En plus, vraiment, c'est pas long, ça prend même pas 1 heure. Alors, du coup, dans le cas d'un échange universitaire, Ouais. normalement, c'est l'université qui le fait avec Ah, vous, ok. ça. Donc, mais bon, après, Ouais, tu en parleras de ton PVT, ouais, c'était expérience de différent. ton PVT. Donc, oui, dans la carte de résidence, l'adresse et l'assurance maladie. Donc, l'assurance maladie, c'est un truc que vous devrez payer une fois par mois. Après, si vous ne le payez pas tous les mois, c'est pas grave, mais ça vous fera des petites charges en plus. Ça varie selon le lieu où vous êtes en termes de tarifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre quand on est... Et qu'est-ce qu'on a marqué? En vrai, c'est tout, hein. Pour. Vous allez, l'université en général, au moins une fois par semestre ou une fois par année, vous fait faire une visite médicale. Ouais. Euh, Du coup, qui dans ton cas a été payé par l'université, ouais, mais qui je était sais pas si c'est valable pour
toutes les universités. Ouais, alors après, c'est des trucs spécifiques à la politique de l'université. Ouais. Après, voilà, c'est un coût et ça fait partie des choses à prendre en compte. Après, je Ouais. pense pas que ça coûte des millions, mais c'est quand même un budget. C'est pareil pour les dortoirs, comment vous allez être logé. Enfin, moi, une fois, j'ai eu une chambre seule à Komazawa. Et après, j'étais en guest house avec d'autres étudiants quand j'étais à Kumamoto. C'était combien à peu près les loyers? Vas-y, pas de tabou ici. Je me rappelle même plus. Une Mais fourchette, c'était pas à peu cher, près. ouais, c'était pas Même pour Tokyo? Tokyo, ouais, je me rappelle même plus, ça devait pas être cher parce que tu vois, ça m'a pas Mais trop. est-ce que tu avais payé toi à l'avance les dortoirs ou est-ce que c'est quelque chose que tu as payé tous les mois parce que Non, je sais c'était que quelque là chose il que faut payer à l'avance pour partir. C'était quelque chose que je Pour payais certains. tous les mois. Mais Ok. encore une fois, ça dépend de la politique de l'université. Puis c'est pareil, vous n'allez pas avoir la même expérience dans les dortoirs parce que vous pouvez être. Voilà, à Komazawa, c'était des dortoirs avec une capacité de 15 personnes maximum. Majoritairement, c'était des étudiants asiatiques. Et tu peux choisir, si c'est dortoir mixte ou homme-femme. Non, on n'avait pas Non. trop ce choix. Ok. À Kumamoto, on pouvait demander des chambres, soit la guest house, soit la chambre en solo, mais il fallait avoir un bon motif pour avoir la chambre seule. Enfin. Chambre solo, c'est-à-dire partie commune non partagée. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ouais. Mais du coup, dans tous les cas, t'as ta pièce avec ta chambre, ton lit, ton placard. Euh, Genre, parce que souvent, quand on entend guest house, on peut entendre ouais, aussi, tu sais, des lits superposés. à Kumamoto, on partageait la cuisine et la salle de bain. Non, voilà, mais c'est un peu comme au Crous, quoi. T'as ton Je- petit 9 mètres carrés. Ok. Mais oui, mais après, effectivement, je suis pas sûr que toutes les universités aient des dortoirs, j'en suis pas sûr. Ouais. Je pense que oui. Alors, je suis pas sûre, je peux pas parler pour toutes les universités. Je pense que la majorité, ils en ont. Et ils proposent des dortoirs en collaboration avec leur univ. Mais ouais, après, il peut y arriver, c'est rare, mais que tu sois pas accepté dans le dortoir parce que tout simplement, il n'y a pas de place. Et du coup, là, il faut penser à un système B, genre. Enfin, un petit plan de secours. Après, il y a tout en vrai au Japon. Il y a des guest house. Enfin, tu peux trouver pour tous les prix, genre. Ouais. Donc ça va. Alors ça, voilà, du coup, c'est pour Ça dire prend. qu'il y a toute une partie de la mobilité, ça dépend vraiment de l'université et de la zone. Donc, comme je disais, les dortoirs, vous pouvez être juste une dizaine, une quinzaine, ou vous pouvez être dans un dortoir où c'est des centaines, Ok. et où vous êtes mélangé avec les étudiants japonais en plus. Ok. Donc, pareil, dans les trucs variables, il y a le prix de la vie. Par exemple, moi, ma première mobilité, j'étais à Setagaya, donc c'est la banlieue friquée de Tokyo, la vie est ultra chère. C'est pas allé n'importe où, hein. Ouais. Et puis après, la deuxième fois, c'était à Kumamoto, c'était dans la banlieue de Kumamoto. Alors, pour vous dire, Kumamoto, c'est où pour la géolocalisation, que vous ne voyez pas? c'est dans le sud, c'est dans le Kyushu, au Du centre. tout au sud. Et, ceux qui avec le même budget par mois où je galérais à finir mes fins de mois à Tokyo, à Setagaya, à Kumamoto, je vivais sans me prendre la tête en fait. Donc voilà. Comment tu faisais quand tu galérais à Tokyo? Et Ça m'intéresse. après, je grignotais dans mon épargne et après, j'ai trouvé un boulot. Ouais, pas d'autre solution. Et j'ai eu, pareil pour les aides. Alors, pour les bourses côté France, moi, j'ai rien eu. Ouais. Je vais peut-être laisser Salima en parler après. Après, je peux en parler maintenant parce qu'en vrai, moi, après, ça change complètement du système scolaire. C'est hors système scolaire. Alors, je finis juste sur Vas-y. un truc, c'est que, pareil, vous pouvez toucher des bourses de l'université japonaise. Alors, soit c'est des programmes gouvernementaux, soit c'est des aides que elle-même, l'université met en place. Par exemple, moi, quand j'étais à Komazawa, j'avais une petite bourse. C'était pas une bourse qui me permettait de vivre, mais c'était toujours un petit plus qui me permettait d'arrondir la fin de mois. Donc là, je l'ai eu au bout de 2 mois et c'est vrai que ça m'arrangeait un peu. Ok. Vas-y pour les bourses. Ouais, pour les bourses, alors je sais que de toute façon, ceux qui ont le Crous, ils garderont le Crous. Du coup, ça fait toujours une bourse, on va dire. Ensuite, il y a la bourse AMI qu'on peut avoir qu'une seule fois, que ce soit en licence ou en master, enfin une seule fois dans la scolarité universitaire. Du coup, c'est soit en master, soit en licence. C'est le Suyo qui me l'avait expliqué. En gros, je dis une bêtise, hein, mais admettons, en gros, AMI, c'est une bourse qu'on a sur 12 mois.
C'est comme la bourse du Crous, ça marche avec échelon. Donc si vous êtes échelon 4 au Crous, vous serez échelon 4 ami aussi, je pense. Mais après, bon, je suis pas une pro, hein, mais voilà. Mais du coup, la ami, je sais plus ce que je disais à l'aide. La amie, oui. Ouais, bref, c'est comme le Crous, pareil, sauf que la différence là, vous l'avez pas tous les mois. Vous avez 70% à l'arrivée et 30% quand vous rentrez en France, genre une fois que vous êtes sur le sol français. Mais du coup, c'est pas quelque chose qui vient tous les mois comme la bourse du Crous. C'est vraiment, on vous la donne une fois, un coup, donc c'est à vous, je pense, de répartir l'argent de manière équitable jusqu'à votre tour. Et il faut savoir qu'on vous la donne pas dès que vous êtes sur le sol japonais. C'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, une fois qu'ils reçoivent les attestations d'arrivée, etc. Là. Oui. Voilà, en gros, c'est un peu le même principe. Et ça veut dire que vous pouvez arriver au Japon et vivre de septembre à décembre. Et la bourse, du coup, elle arrive en décembre, quoi. Ouais. Donc, il faut vivre pendant 4 mois sans la bourse AMI et que avec la bourse du Crous, donc c'est pas forcément Ouais, évident. si vous devez prévoir votre voyage, Exactement. partez du principe que vous n'aurez pas la bourse et que vous devriez vivre sans, quoi. Exactement, du coup, pour le budget prévisionnel hors bourse, t'avais prévu combien toi à peu près? Moi, j'étais à pour un SMIC par an. Un SMIC par mois? Ouais. T'es parti de 10 mois Ouais. à la base? Mm. Ok. Mais Du c'était coup, ça fait à peu c'était un près, petit peu trop optimiste parce qu'en vrai, je pouvais pas profiter de la vie à Tokyo, Ouais, quoi. oui, tu dépenses beaucoup plus en fait. Voilà. Parce que, ouais, certes, il y a les cours, tout ça. En fait, il faut penser, il y a la vie classique, donc les courses, le loyer, etc. Mais en fait, à côté, il y a aussi les loisirs, les restos, les voyages. Parce que si vous partez au Japon, en vrai, il faut se dire, vous n'allez pas juste rester dans votre ville, vous allez forcément vouloir découvrir le pays. Du coup, il faut prévoir de l'argent en plus. Et franchement, c'est assez cher parce que c'est beaucoup de dépenses qu'on fait pas dans la vie de tous les jours. Mais voilà, faut y penser. Si évidemment vous voulez vous balader un petit peu dans le pays, découvrir des endroits, tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, il y avait quoi? Je vais finir sur les spécificités du visa étudiant. Ouais, vas-y. Donc le visa étudiant, déjà normalement, il finit 3 mois après votre date de fin d'études. Sachez que vous pouvez l'étendre si vous voulez faire une école de langue ou si vous voulez refaire une lettre RI. Il y a une procédure pour ça qui est assez simple. Un autre truc pour le visa étudiant, c'est que vous pouvez travailler 28 heures par semaine au Japon avec un visa étudiant. Alors, pour ça, il y a juste une petite démarche à faire, c'est que vous dites que vous voulez travailler au bureau de l'immigration ou dès que vous arrivez à l'aéroport, faites-le dès que vous arrivez à l'aéroport, ils vous font un petit tampon. Et sinon, si vous ne faites pas ça, vous devez retourner au bureau de l'immigration et ça prend un peu plus de temps quand vous le faites en dehors de l'aéroport. Mais voilà, et vous avez un petit tampon qui dit que vous avez le permis de travail sur votre résidence, sur votre carte de résidence et à partir de là, vous pouvez travailler. Alors, sachant qu'il y a d'autres démarches comme ouvrir un compte en banque au Japon, avoir un numéro de téléphone japonais, alors ça c'est le fameux dilemme de tu veux ouvrir un compte en banque japonais, ils te disent que tu as besoin d'un numéro de téléphone japonais, et tu peux avoir un numéro de téléphone japonais, ils te disent que tu as besoin d'un compte en banque japonais. Donc après, il y a des solutions pour ça, il y a des on parlait, toi, Ouais. toi ta solution c'était Yuka Alors Mobile. moi j'avais UQ Mobile, ouais, et en fait c'était Carla qui m'en avait parlé parce que justement elle, il me semble, c'était son université qui l'avait aidé à faire son abonnement téléphonique et UQ Mobile c'est très gaijin friendly. Mm. Du coup, voilà. Pareil, alors si vous voulez ouvrir la banque au Japon, ça fonctionne très différemment. C'est plus proche du système américain que du système français. Ok. Donc, après, si vous avez des questions ciblées, vous pouvez me contacter. Il mettra son mail sur sa Voilà, tête. Là sur le fond. voilà. Et